qu'on ne peut pas espérer l'immunité collective. Même avec une circulation extrêmement élevée, on n'arrive pas aux 80% d'infection, ou si on y arrive, ça sera vraiment une hécatombe. Sans masque, tout à fait, c'est suffisant pour contaminer. Après, ça ne veut pas dire que ça va arriver à chaque fois. Il y a des situations à risque de contamination qui ne se traduisent pas par des contaminations. Comme toutes ces valeurs seuil, on a décidé de mettre ça à partir du moment où on considère que le risque est très élevé. Cependant, cette limite de 15 minutes, elle est vraiment à prendre avec des pincettes, puisqu'à partir d'un contact potentiellement infectant, qui peut durer quelques secondes, il peut y avoir infection. Depuis le début de l'été, on alerte parce qu'on a observé un haut niveau de transmission virale, notamment dans les populations de jeunes actifs, on va dire. Et ce que les gens disaient, notamment les désinformateurs, c'est de regarder, le virus circule, mais il n'y a pas d'hospitalisation, mais il n'y a pas de forme grave, mais personne ne meurt. Donc le virus a changé, le virus a muté, etc. C'est totalement faux. Et finalement, quand le virus circule dans une classe de la population, elle s'étend aux autres parties de la population, et tôt ou tard, elle atteint les personnes vulnérables, ce qui est le cas actuellement, et c'est pour ça qu'on voit beaucoup d'hospitalisations en réanimation avec des formes graves et beaucoup de décès. C'est un virus à ARN, ça fait partie de la famille des coronavirus, ça mute tout le temps. La vraie question, c'est est-ce que ces mutations ont un impact clinique ou un impact sur la transmission ou sur la gravité de la maladie? À ce jour, rien ne le laisse penser. Dans la technique dite de PCR, on rend visible, on va dire, des bouts de gènes du virus. Soit des bouts de virus entiers, et donc infectants, soit des débris, on va dire, des cadavres de virus. Et pour savoir si une personne est infectante ou pas, eh bien, il faudrait faire des tests beaucoup plus compliqués qu'on ne peut pas faire à grande échelle, mais on s'appuie sur des études qui montrent qu'après 7 à 8 jours, même si on trouve des cadavres, on va dire, de virus, les gens ne transmettent plus la maladie ou très peu. Non, il n'est pas moins contagieux. Au contraire, ce qu'on voit, c'est que chez les personnes asymptomatiques, notamment les jeunes, on peut avoir des niveaux de charge virale très élevés et un risque de transmission très élevé du virus et aucun symptôme. Donc on est contagieux dans les 2 jours avant les symptômes et on est contagieux jusqu'à 7-8 jours après le début des symptômes. Et les symptômes peuvent persister, parfois plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, et ces gens-là ne sont plus contagieux, effectivement. Il y a une certaine durée d'incubation qui varie, on va dire, entre 3 et 7 jours et il faut se faire tester 1 semaine après le dernier contact. Si on le fait trop tôt, par exemple au bout de 3-4 jours, ça peut être négatif et le lendemain se positiver et on peut devenir transmetteur et infectant. On est dans une rue seule, sans personne autour, non, il n'y a pas de risque ni de gouttelettes, ni d'aérosol. Mais il faut parfois prendre des décisions de port du masque plus large que ce qui est un rationnel scientifique et médical. À un moment à Paris, on l'a vu, et c'est un bon exemple, ils ont donné une liste de rues où il fallait le porter. C'était illisible et ce n'était pas applicable. Et c'est pour ça que ce choix a été fait de dire on met le masque partout dans les métropoles. Les situations à risque de transmission ne se convertissent pas toujours en une infection. Et il y a, pour multiples raisons, et on ne sait pas toutes les expliquer, il y a plein de contacts qui ne se convertissent pas par une infection, et heureusement, sinon tout le monde serait infecté. On peut avoir de la chance, et puis avoir plusieurs contacts à risque et ne pas être positif. Pour l'instant, les descriptions de réinfection avec un autre virus, ça a été prouvé, ça a été montré, ça a été publié, pour un nombre relativement faible de cas, à ce jour entre 5 et 10 cas. Et ça existe, c'est sûr. Quelle proportion des cas ça représente ou quel risque, on ne sait pas. Il est clair que ce n'est pas parce qu'on l'a eu qu'on est immunisé durablement. Notamment, il y a une étude anglaise de très bonne qualité qui a montré que les anticorps qu'on développe contre le virus, eh bien, ils diminuent avec le temps. Et il se pourrait qu'au bout de 3 ou 6 mois, on soit moins protégé qu'on ne l'était juste après l'infection. Ça reste une petite partie des gens, mais ça arrive, et notamment les personnes qui développent des réponses immunitaires moins importantes et les personnes âgées. On sait que les personnes âgées, il y a un vieillissement de l'immunité, comme du reste des fonctions. Probablement pas, parce que la grippe, ce qui se passe, c'est que ces protéines de surface se réarrangent tous les ans, et tous les ans, on a un nouveau virus de la grippe. Les coronavirus, ça ne marche pas comme ça. Ils mutent, mais pas de façon aussi importante et pas exactement de la même façon, ce qui fait qu'on peut espérer qu'un vaccin procure une immunité durable. Malheureusement, non, pas du tout. Il y a par exemple là des villes en Italie où il y a plus de 50% des habitants de la ville qui ont été infectés. Et là, ils revoient le virus arriver, ils revoient un certain nombre d'hospitalisations, de réanimations et de décès, puisque même avec une circulation extrêmement élevée, on n'arrive pas aux 80% d'infection, ou si on y arrive, ça sera vraiment une hécatombe.